L'année passée, il y a eu 12 millions de visiteurs et un engouement auprès des jeunes. Demain, je vais au Rendez-vous au Jardin, qui est un autre grand événement patrimonial, avec d'ailleurs ma collègue allemande, ministre de la Culture. Et cet engouement ne faiblit pas, on le voit sans arrêt. C'est aussi une passion engagée. Et nous en donnons la démonstration aujourd'hui. Évidemment, le ministère de la Culture est en première ligne toute l'année avec ses équipes extrêmement engagées, que ce soit les artisans, que ce soit nos conservateurs, nos artisans d'art, nos architectes des bâtiments de France, nos conservateurs, toutes les équipes, les ingénieurs qui toute l'année au quotidien assurent l'entretien, la restauration et aussi accompagnent les porteurs de projets et se préoccupent de transmettre à travers des actions éducatives, comme c'est Mon Patrimoine qui rassemble 40 000 enfants par an. Et ensuite, le ministère s'engage d'une façon très déterminée à travers son budget et un plan que j'ai souhaité développer pour le patrimoine, que j'ai présenté en novembre dernier, où j'ai réaffirmé sur le programme du président la sanctuarisation du budget et en augmentation sur l'ensemble du quinquennat, avec des lignes très particulières, notamment on y a prévu effectivement le loto du patrimoine, mais aussi une ligne à laquelle je suis extrêmement attachée, qui est une ligne pour accompagner la restauration du patrimoine dans les petites communes de moins de 2000 habitants, parce que la plupart du patrimoine, et en tout cas 50% du patrimoine en péril, se trouve dans des communes de moins de 2000 habitants qui n'ont pas forcément les moyens de le restaurer. Et donc, nous avons mis des fonds importants, 15 millions d'euros, pour soutenir ça. Et cet engagement, nous le partageons avec vous, élus, mécènes, acteurs culturels, associations, fondations, entreprises, propriétaires, et vous êtes nombreux à investir aujourd'hui partout en France. Et nous partageons cet engagement avec les Français. Et j'en veux pour preuve le temps que beaucoup de Français donnent, à la fois en termes de bénévolat, du temps dans des associations, mais pas que, aussi de façon très concrète, en investissant, en amenant de l'argent sur des plateformes participatives qui rencontrent de plus en plus de succès, des campagnes de dons pour pouvoir ensuite accompagner la restauration d'édifices. Et clairement, ce loto du patrimoine, c'est la rencontre de ces engagements, tous nécessaires, tous complémentaires. Et là aussi, nous avons collaboré, le ministère a apporté son savoir-faire, a permis de développer et d'héberger la plateforme où ont été signalés les édifices en péril. Et cela, je voudrais là remercier chaleureusement Stéphane Bern, parce que c'est grâce à son appui, sa conviction, son enthousiasme. Mais en très peu de temps, ça a même un peu débordé, je dirais, nos espérances, puisque 2000 sites ont été répertoriés, sont arrivés sur cette plateforme. Les équipes, en complicité évidemment avec vous, ont repéré, ont été analysés, documentés ces sites. Et au bout du compte, en allant les visiter sur le terrain, c'est 270 projets qui sont remontés parmi les dossiers en croisant des critères qui avaient à voir évidemment avec la nécessaire diversité du patrimoine partout sur le territoire, que ce soit une église, un château, un site industriel, un lavoir, enfin la diversité,
avec une ambition de revalorisation des territoires, très important, et nous venons encore de le voir, puisque nous revenons de Ferney-Voltaire, où c'est toute une commune qui se mobilise et tout un territoire qui est réaménagé et rééclairé à travers une telle rénovation. Aussi une ambition de revitalisation des territoires en zone rurale et dans les petites agglomérations, en assumant délibérément ses choix, en fonction du degré d'urgence de la restauration. Quand quelqu'un est malade, il faut vite aller à son chevet. La possibilité de commencer les travaux rapidement et aussi l'existence d'un projet de reconversion autour du site en question. C'était un travail titanesque, mené dans un temps record, et je veux rendre hommage à tous ceux qui ont participé. Sur ces 270 projets sélectionnés, 18 emblématiques, et cher Stéphane, vous allez en parler, verront leur financement intégralement bouclé grâce au loto, et les quelques 251 autres recevront des sommes non négligeables en fonction de ce que le loto aura donné et des financements qu'on aura pu récolter par ailleurs. Ce loto du patrimoine est une grande chance. Il n'aurait pas pu voir le jour sans l'engagement déterminé, personnel de Stéphane Bern, que je remercie encore chaleureusement. On peut l'applaudir. Sans l'engagement de la Fondation du patrimoine, qui œuvre en continu pour l'entretien et la valorisation du patrimoine en milieu rural. Et je vous salue chaleureusement, ainsi que tous ces représentants ici présents. Et bien sûr, il n'aurait pas pu voir le jour non plus sans l'engagement de la Française des Jeux, que je veux aussi remercier très chaleureusement. Et sans l'engagement et la générosité déjà démontrés des Français, que nous attendons nombreux le 14 septembre pour cette première édition, et sans votre engagement à tous qui portaient des projets et qui allaient permettre au loto de trouver une traduction très concrète, très rapidement. En tous les cas, merci à tous, parce que tous ici participent d'une manière, c'est une affaire partagée, commune, c'est un grand engagement, c'est un grand moment, je dirais, de générosité et d'enthousiasme, et c'est notre avenir qui se joue dans ce genre de moments que nous vivons aujourd'hui. Merci encore à vous, et je suis absolument heureuse de pouvoir lancer ce loto du patrimoine devant vous. Merci Madame la Ministre. Eh bien, ça ne se fait pas, je sais, mais je vais prendre la parole. Et avant de vous la laisser, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les élus de la Nation, Monsieur le Président du Centre des Monuments Nationaux, Monsieur le Président de la Fondation du Patrimoine, Madame la Présidente de la Française des Jeux, chers amis, devrais-je dire surtout. En septembre dernier, vous m'avez confié, Monsieur le Président, une mission visant à identifier le patrimoine national en péril et à proposer des solutions de financement innovantes pour le sauvegarder et le restaurer. En cela, vous avez montré votre attachement à ce patrimoine porteur d'identité sereine qui crée de la fierté dans nos régions, de la convivialité dans nos territoires, autant qu'il impacte positivement le développement économique des villages et des communes de moins de 2000 habitants, où, je le rappelle, et vous l'avez appelé, Madame la Ministre, 50% de ces trésors insoupçonnés de notre France. Ce patrimoine est une chance, c'est une mine d'or léguée par l'histoire. Notre pays est le premier pays visité au monde qui attire par ses attraits quelques 89 millions de visiteurs chaque année. Mais pour quelques monuments connus dans le monde entier, combien reste encore à sauver ? Voulant me montrer digne de la confiance que vous avez placée en moi, je me suis efforcé dans un premier temps de rencontrer tous les acteurs du patrimoine en France, y compris les jeunes créateurs des start-up qui sont ici et qui ont pris cette question à bras-le-corps, mais aussi au premier chef la Fondation du patrimoine, avec ses nombreux délégués régionaux, véritables chevilles ouvrières de la mission. Je citerai également la demeure historique, les vieilles maisons françaises, la sauvegarde de l'art français, sites et monuments, remparts, maisons paysannes de France, Europa Nostra, sans oublier les ABF dont la vie conforme, pas toujours bien accueillie, protège notre patrimoine et continuera, je l'espère, de le faire dans la loi Elan.
les architectes en chef des monuments historiques. Les architectes en chef des monuments historiques, que je salue, les DRAC, qui ont joué un rôle essentiel dont j'aimerais saluer également l'engagement. Vous tous, qui avez placé tant d'espoir dans cette mission. Je suis heureux de vous retrouver ici ce soir et je vous remercie profondément, de tout cœur, de votre dévouement à cette cause qui est rude, qui est semée d'embûches, mais qui est tellement exaltante. C'est aussi, j'aimerais le souligner, la première fois qu'un président de la République réunit autant de défenseurs du patrimoine pour leur manifester son soutien. Une première étape a été franchie avec l'adoption par le Parlement du loto patrimoine voté dans le budget rectificatif de la fin de l'année dernière. C'est une idée ancienne dont j'avais pu observer les effets bénéfiques pour les monuments du National Trust en Angleterre. Et si elle ressurgissait à intervalles réguliers comme un serpent de mer, elle a enfin pu être lancée avec l'assentiment du ministre des Comptes publics. Ce loto patrimoine, ne l'oublions pas, a une légitimité historique, puisqu'il a permis la construction de quelques-uns de nos monuments qui nous sont familiers. Si j'osais, je dirais que François Ier en a rêvé, Louis XV l'a imaginé pour construire un certain nombre de monuments, et grâce à vous, Monsieur le Président, eh bien, nous l'avons fait. Nous l'avons fait pour sauvegarder, pour voler au secours de ce patrimoine que le loto a construit et que nous devons protéger. Ce loto patrimoine, tirage supplémentaire et jeu de grattage dédié, dont vous, cher Stéphane Pallès, vous allez nous parler, permettra en effet à tous les Français de participer à cette mission citoyenne de défense de notre patrimoine. Je ne cesse de l'affirmer haut et fort, car telle est ma conviction. Le patrimoine est l'affaire de tous. Nous en sommes collectivement les dépositaires. Victor Hugo affirmait à raison en 1832 « Il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde. » J'ai été le premier surpris de l'ampleur de l'adhésion populaire lorsque la plateforme participative a été mise en place et quelques 2000 monuments se sont signalés, majoritairement, c'est important de le rappeler, appartenant à des collectivités locales, dans l'incapacité financière de faire face aux travaux de restauration, mais aussi des associations très actives ou des propriétaires privés, surtout privés de moyens pour répondre aux urgences des travaux. De nombreux citoyens se sont également manifestés pour déclarer leurs monuments dans leur village, pour montrer leur attachement à ce patrimoine. Ces dossiers ont été traités dans des délais très courts avec le soutien des DRAC et des services du ministère de la Culture, d'où nous avons pu établir une première liste des urgences de plus de 250 monuments auxquels il convient d'apporter une aide d'urgence pour faire face à de cruelles dégradations. Ensuite, pour répondre aux objectifs de ma mission, j'ai souhaité qu'avec le comité de sélection, nous puissions désigner 18 sites emblématiques, 13 pour les régions métropolitaines et 5 pour l'outre-mer, qui montrent à la fois la diversité de nos régions, mais aussi la diversité du patrimoine à soutenir et protéger. Parce que par-delà le patrimoine religieux, dégradé, très nombreux dans les villages, les châteaux en zone rurale, nous n'avons pas oublié les sites archéologiques, le patrimoine industriel et ouvrier, le patrimoine du XXe siècle, le petit patrimoine de proximité vernaculaire, les maisons d'illustres ou même les jardins. Cette variété témoigne de la richesse patrimoniale de la France et j'espère par ma mission contribuer à ce que chacun s'approprie nos monuments et se sente concerné par leur sauvegarde. Car ce loto patrimoine, je vous le dis, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de ma mission. Nous devrons ensemble trouver de nouvelles sources de financement auprès des entreprises mécènes, des citoyens engagés aussi pour œuvrer en soutien des actions menées par le ministère de la Culture. Mais je suis heureux de constater que ce loto donne tout de même un coup de projecteur inattendu à tous ces monuments auxquels la presse nationale et régionale, les antennes locales de France Bleu, de France 3 n'ont cessé depuis lors de consacrer des reportages. Donc il y a un deuxième effet que j'aimerais souligner ici. Vous avez raison de le rappeler, Madame la Ministre, que le patrimoine, c'est de la culture à portée de main, partout en France et pour tout le monde. Sauver le patrimoine, c'est avant tout une question de volonté collective. Mon vœu le plus cher serait que l'on cesse d'envisager le patrimoine en termes de coûts budgétaires, mais davantage comme un investissement productif, puisqu'il est avéré
qu'il dope l'économie dans les territoires et qu'il crée de l'emploi. J'en profite pour saluer, et je sais qu'ils sont ici, les représentants des métiers d'art, qui sont le fer de lance de l'excellence à la française et qui ont été durement touchés par le report des travaux en 2019 et 2020. Avant de céder la parole aux porteurs de projets qui sont et doivent être les héros de cette soirée, j'aimerais vraiment tous vous remercier du fond du cœur pour votre engagement au quotidien au service du patrimoine. Parce que je sais combien ces vieilles pierres, eh bien, elles vous habitent davantage que vous ne les habitez et qu'elles vous donnent autant d'énergie qu'elles vous en prennent. Ensemble, faisons de cette première édition du Loto Patrimoine, conçue avec la Fondation du patrimoine et avec la Française des Jeux, un véritable succès populaire. En tout cas, comptez sur moi, je serai toujours à vos côtés. Merci de votre attention. Il y a un ordre. Alors, pendant que tu vas parler, Guillaume, je crois qu'il y a un film qui va illustrer ton propos avec quelques réalisations de la Fondation du patrimoine. Voilà. Alors, chers amis, tout d'abord, je voudrais vous dire que votre présence ici, aussi nombreuse, c'est un gage de succès pour nous et pour tous ceux qui ont travaillé depuis 8 mois à essayer de lancer ce grand élan national, presque inédit, puisque je crois que ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de France, autour de la question du patrimoine. De quel patrimoine parle-t-on ? On ne parle pas ici des têtes d'affiche. On parle du patrimoine dit vernaculaire, du patrimoine de nos campagnes. On parle des centaines de milliers de petites flammes qui brillent et qui illuminent la France, qui font que notre France est digne de visite et qui font que demain, un village qui a presque tout perdu et finalement, il vaut encore le détour. Pourtant, chaque année, il y a des centaines de ces petites flammes qui s'éteignent, des centaines de musées municipaux, de théâtres qui se ferment au public parce qu'il n'y a plus les moyens d'organiser les travaux nécessaires pour les maintenir en état et en opération. Alors, ce qu'on s'est dit avec un certain nombre de bénévoles, c'est qu'il fallait jouer banco et il fallait faire quelque chose de majeur. Un attelage s'est créé, c'est un attelage un peu improbable entre une personnalité publique très remarquable, qui est ici et qui écoute avec une grande attention, une ministre, alors, je vais faire une relance. Une ministre concurrente avec des équipes aussi formidables, la Française des Jeux, animée par Stéphane Paliez, et puis la Fondation du patrimoine, qui, comme vous le savez, est la fille aînée de toutes les associations philanthropiques qui essayent de soutenir ce patrimoine et qui a été créé en 1996. Tout ça a été placé sous la sympathique, active et bienveillante supervision du président de la République et de Brigitte Macron. Et je voudrais vraiment les remercier parce que, évidemment, sans eux, rien ne se serait passé. Comme il y avait vraiment beaucoup de monde autour de la table, tout ça aurait pu finir en palabres, incantations, rapports remis officiellement, etc. Mais en fait, finalement, c'est tout le contraire qui est en train de se produire. Tout le contraire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un élan populaire absolument inédit, et puis il y a 2000 projets qui sont arrivés, et on a été franchement submergés. Tout le monde s'est mis au boulot, et on a pu sortir ces 270 projets. Il y en a eu un de plus cette nuit, paraît-il, qui est arrivé, comme ça sur le truc. 270 projets qui vont être sauvés en urgence, et qui, quelque part, j'espère, vont réanimer des occasions de visite, vont réanimer encore ces opportunités de création de valeurs économiques, de valeurs culturelles dans ces territoires. Ce besoin, en fait, aujourd'hui, ces besoins financiers qui vont être couverts par le loto du patrimoine, on parle de quelques dizaines de millions d'euros qui vont arriver. C'est formidable, c'est de nouveau inédit, mais c'est évidemment très insuffisant. Si on avait voulu sauver les 2000 dossiers qui nous sont arrivés, il faudrait 2 milliards d'euros. Alors que le ministre des Comptes publics se relaxe, nous ne demandons pas 2 milliards d'euros de contribution pour le petit patrimoine de nos campagnes. Mais nous pensons que nous pouvons mobiliser, et vous voyez derrière en fait tout le système de dons en ligne qui s'affiche derrière vous, nous pensons que nous pouvons mobiliser les énergies et, quelque part, les finances des entreprises
et de la population française pour venir au secours de ce patrimoine. Très souvent, quand je me promène dans les provinces ou que je vais à la rencontre des 570 bénévoles de la Fondation, les gens et les porteurs de projets me disent « c'est pas normal, la mairie n'a pas payé, c'est pas normal, le département n'a pas payé, la région ne veut pas entretenir telle coupole d'un grand lycée historique parisien, etc. » Et c'est vrai, Monsieur le Président de la République, en matière de collectivités locales, comme elles sont très nombreuses, il y a beaucoup de responsables dans l'inaction. Mais quelque part, c'est à nous tous de nous mobiliser. Et ce n'est pas à nous d'essayer de rechercher qui est responsable de quoi. Le patrimoine, c'est l'affaire de tous. Merci à tous. Merci Guillaume. C'est à votre tour, Stéphane, et au cours de votre propos, vous allez dévoiler ce qu'on attend tous, c'est-à-dire les tickets de grattage et le tirage du loto. Enfin, pas les bons numéros, rassurez-vous. Hein. Merci Stéphane de cette précision qui pourrait laisser, qui pourrait laisser un peu d'ambiguïté. Donc merci à tous d'être ici rassemblés. Je pense que c'est effectivement un moment historique que nous vivons. C'est aussi un moment historique pour la Française des Jeux, puisqu'en fait, c'est à la fois une occasion effectivement de renouer avec son histoire, comme l'a rappelé Stéphane, avec l'histoire de la loterie inventée effectivement par François Ier. Mais comme cela a été dit, ça fait des années qu'on évoque l'idée d'un loto du patrimoine ou de jeux pour le patrimoine, mais cette idée n'avait jusqu'à présent jamais été réalisée. Et donc pour la Française des Jeux, c'est à la fois renouer avec son histoire et c'est surtout adopter en quelque sorte une troisième grande cause nationale, puisque nous sommes nés d'une grande cause qui était le financement des œuvres sociales des anciens combattants, que nous servons toujours, puisqu'ils sont nos actionnaires aujourd'hui. Nous avons une deuxième grande cause qui est le sport pour tous, le financement des grands événements sportifs, qui est aussi une cause qui nous tient beaucoup à cœur. Mais nous sommes, je dois dire, extrêmement émus et ravis de participer à cette nouvelle grande cause. Et ce que je peux vous dire, c'est que les équipes de la Française des Jeux y ont mis une énergie, un enthousiasme extraordinaire, parce que je crois que c'est exactement ce que Stéphane disait, c'est quelque chose qui nous parle à tout le monde, parle à tous les Français, et donc on y a mis ce qu'on a de meilleur. Voilà, donc nous espérons que ce que nous avons de meilleur va permettre effectivement d'en faire un grand succès populaire, mais ça sera aussi évidemment grâce à vous, Monsieur le Président de la République, et grâce à vous tous, porteurs de projets, que ça sera vraiment un grand succès populaire. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à la Française des Jeux ? Nous allons faire des jeux, parce que c'est d'abord un jeu. Donc, nous avons effectivement essayé de faire des jeux exceptionnels, des jeux attractifs, des jeux qui attirent à la fois, qui parlent à tous les Français et qui incarnent cette cause, notamment à travers donc les tickets de grattage qui représentent donc 13 des 18 monuments emblématiques dont parlait Stéphane, parce que pour moi, ce qui est aussi innovant, on parle de financement innovant, c'est la transparence de l'affectation, c'est le fait que les gens qui vont participer à cette opération sachent où va l'argent. Et sachent où va l'argent de manière très concrète et voient la réalisation des projets auxquels ils adhèrent en participant à cette opération. Et donc c'est ce que nous avons voulu incarner en ayant effectivement donc deux types de jeux. Donc un tirage exceptionnel du loto qui aura lieu le vendredi soir, la veille des Journées européennes du patrimoine, avec donc un jackpot de 13 millions d'euros. Voilà. Et par ailleurs, donc une gamme de tickets de grattage qui sera commercialisée à partir de septembre, avec 3 tickets qui représentent chacun
la diversité de nos régions et de nos patrimoines, puisque sur chaque ticket, vous avez 4 monuments emblématiques, plus la maison d'Aimé Césaire, voilà, qui donc incarne ces monuments. Et je pense que c'est très important d'avoir effectivement cette incarnation dans ces tickets. C'est également très important d'avoir là aussi des jeux attractifs, et ça sera un jeu très attractif. On a travaillé ensemble pour qu'il le soit, donc on pourra gagner jusqu'à 1,5 million d'euros. On aura des chances fréquentes de gagner. Un ticket sur 3, c'est ça? Voilà, exactement. Et ce que nous disons, c'est que c'est en quelque sorte un jeu où on gagne 2 fois. Donc on gagne comme joueur et on gagne en étant fier de son engagement, puisqu'effectivement, les prélèvements de l'État sur ce jeu iront à la Fondation du patrimoine pour financer les projets qui ont été choisis. Alors on va peut-être les voir, alors, Stéphane. J'aimerais bien les voir, mais là aussi, je n'ai pas le pouvoir d'envoyer les films. Mais si, mais moi j'ai ce pouvoir. Eh bien, c'est un pouvoir incroyable. Envoyez les films. Bravo. Et Stéphane, on peut remercier les monuments, parce que vous avez vu le slogan, c'est pour un monument connu dans le monde entier, combien de trésors de notre patrimoine restent à sauver. Je vois Jean de Sonville, le château de Chambord, d'accepter de prêter son image, le Mont-Saint-Michel, évidemment qu'ils n'ont pas trop besoin de notre aide, mais c'est bien qu'ils permettent d'aider les autres. Ils incarnent effectivement des monuments qui sont aujourd'hui des grands succès français, et c'est une manière de montrer ce qu'un monument peut devenir quand on s'en occupe, quand on l'entretient, quand on a des projets. Donc c'est pour ça qu'on les a également mis sur les tickets pour incarner le futur de notre patrimoine en péril tel que nous le voyons se dessiner. Alors je voulais rajouter un petit mot. Au-delà des jeux, ce que nous allons faire, c'est nous mobiliser totalement pour que ce jeu soit un succès. Là aussi, des moyens exceptionnels, une campagne grand public. Et je voulais surtout parler de la mobilisation de notre réseau de détaillants. Donc, je vois que Philippe Coy, le président de la Confédération des buralistes, est là. On en parlait à l'instant. C'est un jeu qui va donc être disponible sur l'ensemble du territoire, de l'ensemble de nos territoires, évidemment, dans les territoires d'outre-mer aujourd'hui, et sur lesquels nous comptons, évidemment, et nous savons que nous avons le soutien de nos détaillants pour parler de ce jeu, l'animer, parler du patrimoine et en faire également un objet de fierté dans ce réseau qui est un élément très important du territoire, des territoires français et de leur animation. Et puis enfin, effectivement, toujours notre engagement complet aux côtés de Stéphane Bern. Donc nous allons effectivement soutenir les programmes courts de France Télévisions à l'automne prochain pour parler du patrimoine pendant toute la période de vente de ces jeux. Et nous devenons également mécènes de la Fondation du patrimoine, cher Guillaume, puisque nous voulons que cet engagement soit total, et nous sommes mécènes pour financer notamment des chantiers de réinsertion sur ces monuments du patrimoine dont je parlais tout à l'heure avec Madame la maire de Cassis, et qui a également un très beau projet de ce type. Voilà, donc tout ceci, je crois, est destiné à assurer le succès de ce jeu pour qu'il s'installe, devienne pérenne, devienne un rendez-vous des Français, et je crois que c'est surtout grâce à vous tous ici, porteurs de projets, qu'il le sera. Donc nous sommes sûrs que vous allez aussi en parler autour de vous, et c'est ainsi, je pense, que nous ferons un très très beau succès et dont nous serons très fiers. Merci. Merci beaucoup, Stéphane Pallez. Ce que je vous propose maintenant, c'est que vous avez envie d'entendre les porteurs de projets. On ne pouvait pas réunir à la fois ou les 18 ou les 260 sur cette estrade. Et donc on a pensé réunir 3 projets qui nous paraissent emblématiques. Le premier projet est celui qui fait partie des 18 emblématiques. C'est le projet de restauration du théâtre des Bleus de Bar-le-Duc.
C'est un projet qui nous a touchés parce que ça fait partie du patrimoine du XXe siècle. Et je ne voudrais pas qu'on oublie ce patrimoine-là. Vous savez, avant que Augustin Perret ne construise le théâtre des Champs-Élysées, eh bien, ce théâtre de Bar-le-Duc était déjà une sorte de préfiguration. Et c'est une histoire à la fois très belle, puisqu'il a été construit en 1905. C'est un théâtre à l'italienne, extrêmement moderne, et sa déréliction s'est poursuivie et s'est aggravée dans les années 70. Il a été fermé, et puis jusqu'à ce que 3 jeunes, je crois que c'est en 2016, et je vais les appeler pour qu'ils viennent nous en parler. Je vais donc, pour ne pas écorcher leur nom, je vais donc les appeler à venir me rejoindre. Il y a... ah non, c'est seulement Loïc Alif, c'est ça? C'est vous, Loïc. Donc venez. Oui, parce que 3, sinon, je vais vous donner un micro. Ah, vous l'avez. Tout a été formidablement bien organisé, c'est mieux qu'à la télé. Alors, donc, Loïc, ce qui est très important, c'est racontez-nous cette aventure. Vous êtes 3 copains. Oui. Vous adorez votre théâtre de Bar-le-Duc et vous dites, on ne peut pas le laisser tomber. Il faut faire quelque chose. Alors, c'est l'histoire, ça a commencé en août 2015 exactement, et cela faisait 15 ans qu'il était abandonné. Il faisait partie du patrimoine de l'OPHLM. Ils l'ont récupéré dans un lot, en fait, à sa fermeture. Et puis, il y a eu un appel à la maire de l'OPHLM qui dit est-ce qu'il y a un privé, une association, une entreprise qui a envie de récupérer ce patrimoine et de le sauvegarder? Et avec mes 2 amis, on s'est dit, on est fan de patrimoine, on est fan de théâtre, on s'est dit, on va aller le visiter une dernière fois pour voir. On s'est dit, tout le monde dit qu'il est à l'abandon, qu'il va être démoli, on va le voir une dernière fois et on va voir ce qui se passe. Et puis on est entré. Et là, on était avec d'autres entrepreneurs. Alors c'est marrant, il y a une anecdote, c'est que les entrepreneurs arrivent en disant, il y a du travail. Et puis il y a nous, on était fascinés par cette décoration, en imaginant déjà ce qui allait se passer. Voilà. Donc du coup, on s'est dit, on ne peut pas laisser ça. On a un patrimoine fabuleux sur la ville de Bar-le-Duc. On y va, on monte le projet et on voit déjà si c'est viable financièrement, si on peut y aller. Voilà. Et donc vous êtes parti, vous êtes engagé. Vous êtes 3, on peut citer vos 2 camarades aussi. Oui, il y a Anthony Marty, qui est comédien et metteur en scène sur Paris, mais qui vient de chez nous, et Étienne Tagnon, voilà, chef de communication. Et vous avez un projet, parce que ce qui nous a plu aussi, c'est que le patrimoine n'est pas destiné à être mis sous cloche. Vous le restaurez, puis vous le fossilisez. Non, ce qui est important, c'est de donner une deuxième vie à ce patrimoine, le faire vivre, le mettre... regardez derrière, mais aller surtout de l'avant. Alors, quel projet vous avez conçu pour ce théâtre de Bar-le-Duc? Alors déjà, sa restauration patrimoniale, on a envie de le garder tel qu'il est, dans son jus, comme on dit, pour vraiment avoir son âme, garder son âme, parce qu'il est vraiment magnifique avec toutes ses moulures. Donc on va le restaurer, mais sans mettre du placo et des coups de peinture. On veut vraiment garder l'âme du théâtre. Et puis il y a le second aspect, qui est culturel, où on veut vraiment le faire revivre. Alors on a une scène nationale à Bar-le-Duc, mais on veut vraiment travailler en complémentarité et en partenariat avec eux pour proposer quelque chose de différent. Donc d'abord du théâtre, bien entendu, mais aussi ça peut être de l'opéra, ça peut être de la musique. Et puis on a des foyers magnifiques à côté qui sont assez grands, où on peut vraiment accueillir des expositions photos, faire des salons. Voilà, il faut le faire revivre. Mais il a aussi un aspect, je prends la parole, j'en profite. C'est le but. Il a, il a vécu beaucoup de choses. À l'époque, on n'avait pas de cinéma, de choses comme ça. Et les gens, au lieu d'aller dans des salles des fêtes, ils venaient au théâtre, dans ce théâtre, pour vivre les moments importants de la vie, tels que les baptêmes, les communions, les mariages. Et donc, tous les Barisiens et les locaux ont une histoire dans ce théâtre. Donc c'est pour ça qu'on est aussi très soutenu sur le local et qu'on a vraiment un soutien énorme de la population. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. C'est l'association qui va le gérer, oui, qui en est propriétaire et qui va le gérer à l'avenir. Tout à fait. D'accord. Et donc, on peut continuer. On veut garder un aspect culturel et on aimerait jouer une première pièce quand même. Alors, donnez-nous des dates et puis, surtout le programme. Alors, le programme, on a pensé monter Jacques et son maître de Milan Kundera. Et d'ailleurs, si Madame Macron a toujours contact du jeune comédien qu'elle avait embauché dans son adaptation il y a quelques années, nous serions preneurs. Merci beaucoup. Maintenant, un autre projet tout à fait emblématique est celui du château de la Calanque de Port-Miou.
Alors, c'est à la fois, il fait partie du maillage des 251 projets. Et il nous a paru par ailleurs emblématique de quelque chose, c'est que vous avez fait appel, et on va en parler avec Madame la maire dans un instant, à un chantier de réinsertion. Et c'est très important. C'est-à-dire, ce sont tous ces métiers d'art qui disparaissent d'un côté, qu'on peut restaurer, puis vous permettez en même temps à des jeunes qui ont des difficultés eh bien, de se réinsérer. Et donc, d'abord, la situation est exceptionnelle à l'entrée du parc national des Calanques, près de Cassis. Et puis, une histoire merveilleuse, parce que c'est aussi l'histoire industrielle d'une région. Savez-vous que les roches servaient à l'obtention de la soude caustique, qui était indispensable pour la fabrication des célèbres savons de Marseille. Donc c'est à la fois, vous l'appelez le château, c'est très pompeux, mais les habitants de Cassis y sont très attachés et aiment bien qu'on appelle le château. Mais en tout cas, vous allez lui assigner une nouvelle vie. Encore une fois, il y a donc un projet pour assigner à ce patrimoine historique une nouvelle vie. Madame la maire, Daniel Milon, je vais vous demander de venir. Et si vous voulez bien venir également avec Monsieur Nicolet, qui est le président d'Actavista, qui est le porteur. Ah non, il n'est pas là. Bon, eh ben, si vous voulez, venez aussi. Je n'ai pas de micro. Je ne sais pas si c'était prévu, mais tant mieux. Voilà, on va vous donner la parole aussi, parce que les chantiers de réinsertion, ça nous parle beaucoup. Madame la maire, dites-moi au fond, en quoi c'était important pour vous de candidater, d'inscrire ce Portmiu sur le site Écoutez, ça me semblait tout à fait essentiel parce que ce lieu est emblématique de Cassis. Nous sommes là dans le parc national des Calanques. Pour la partie du château, c'est la zone d'adhésion du parc national des Calanques et tout de suite après, en plein cœur de parc. Alors évidemment, vous l'avez souligné, Stéphane Bern, nous l'appelons pompeusement le château parce que nous en sommes fiers. C'est une énorme bâtisse qui a une vie, puisqu'elle a commencé à vivre en 1810 et d'ailleurs, le gouvernement l'a possédé en 1810. Il y a eu plusieurs acheteurs derrière, dont un personnage extraordinaire, le baron de Fesque de la Roche, qui cachait, nous dit-on, des amours illicites entre du vert et du bleu, le vert des Calanques et le bleu de la mer. Et puis Solvay est arrivé en 1896 et là, ça a été une grosse blessure dans ce merveilleux site. Et Solvay y a installé, donc, que vous le soulignez tout à l'heure, tout son univers, la direction, l'infirmerie. Et pendant 85 ans, cette belle Calanque a vécu au rythme des détonations incessantes. En 1981, par décision politique, bienvenue, ce massacre s'est arrêté. Et puis en 2004, pour la cause d'utilité publique, la ville a pu s'approprier ce lieu. En 2005, elle en est devenue définitivement propriétaire. Et puis voilà, moi j'ai été élue maire en 2008 et c'était inscrit dans mon programme. Je voulais à tout prix réhabiliter ce lieu. Alors pourquoi vous avez fait appel à Actavista? Et peut-être, Monsieur Nicolet, vous allez nous dire en quoi consiste justement ce chantier de réinsertion et les résultats que vous avez, parce que je crois qu'ils sont assez positifs. Alors j'ai fait appel à Actavista et à la Fondation du patrimoine, extraordinaire fondation, grâce à qui nous sommes ici aujourd'hui, et grâce à vous, et grâce à la volonté d'un président de la République, et sans doute de son épouse, et de Madame Nyssen, que je connais bien. On a fêté un anniversaire ensemble dans d'autres lieux, 20 ans d'Actes Sud, 20 ans du Printemps du Livre de Cassis, mais c'est un autre temps. Eh bien, tout simplement parce que comment restaurer un lieu comme ça sans que l'humain soit au cœur du système? Et comment ne pas penser justement à cette association extraordinaire aux côtés de la Fondation pour le patrimoine? Et bien sûr, je pense à Actavista qui, depuis 15 ans, se consacre à restaurer des lieux emblématiques fabuleux et ils le font tellement bien. Alors justement, Monsieur Nicolet, racontez-nous ce que vous faites et comment ces jeunes qui sont en phase de réinsertion participent à ce chantier. Et ensuite, je crois que certains ont trouvé du travail justement dans ces métiers du patrimoine. Écoutez, merci beaucoup. Ce chantier il repose sur une conviction très forte que partage l'association Actavista, toutes les structures du groupe SOS et la plupart des personnes ici. C'est la conviction que plus les personnes sont en difficulté,
plus nous devons avoir le courage de mettre entre leurs mains ce que nous chérissons le plus. Et donc, en l'occurrence, évidemment, dans le bâtiment, ce qu'on chérit le plus, c'est ce que vous représentez, ce que vous portez tous, c'est les beaux bâtiments. Sur les sites que l'on nous confie, on a coutume de dire que les hommes réveillent les pierres et les pierres révèlent les hommes. C'est ça qui se passe sur nos chantiers. C'est finalement le prestige du patrimoine qui irradie de confiance et de fierté les personnes qui viennent travailler. Donc, ce qu'on fait, c'est ça, c'est répondre à l'appel de personnes qui nous disent « Voilà ce que j'ai de plus beau, comment vous pouvez aider les habitants de mon territoire ?» Et de manière précise, on le fait en faisant un chantier qualifiant. C'est-à-dire que les personnes nous rejoignent pour 12 mois, on les embauche, on les salarie pour être formés en situation de travail. Toutes les personnes qui passent chez nous ont l'opportunité de passer un titre professionnel reconnu par le ministère du Travail. Et finalement, on ne fait que ce que font beaucoup de gens ici, c'est-à-dire réhabiliter l'intelligence de la main. Je garde en tout cas cette phrase qui est magnifique, les hommes réveillent les pierres et les pierres révèlent les hommes. Bravo, merci en tout cas. Et bravo pour ce magnifique projet qu'on a très envie de soutenir. Merci beaucoup. Alors, autre projet très emblématique, et c'est le troisième, le dernier, parmi les 18 sélectionnés, c'est la Maison d'Aimé Césaire. La Maison d'Aimé Césaire, c'est à la fois du patrimoine matériel, mais du patrimoine immatériel. Cette année, il y a la célébration du 10e anniversaire de la mort d'Aimé Césaire. Il fait partie de notre culture, il est au Panthéon, il fait partie de notre culture à tous, français. C'est un double héritage à la fois littéraire, politique, et c'est aussi un territoire qu'on a voulu honorer. Et c'était important justement qu'on puisse parler de la Martinique. Vous savez, quand il est revenu en Martinique, il a acheté cette maison pour y héberger sa famille dans les années 60. Il a été ébloui, il était au milieu de la nature. Et aujourd'hui, cette maison, malheureusement, est fermée parce qu'elle est dans un très mauvais état. Il y a, je crois qu'il y a des termites qui ont fait leur œuvre, le temps aussi, puis la végétation pousse partout. Donc on a voulu le protéger et le sauver. C'est la raison pour laquelle on l'a inscrit. Et je vais vous demander, alors c'était très difficile de faire venir les porteurs de projets pour cette journée à l'Élysée depuis la Martinique, mais je crois que le député est là, Serge Letchimy. Est-ce que vous voulez bien peut-être venir nous dire quelques mots, monsieur le député ? Alors justement, en quoi c'est important pour vous qu'on ait inscrit parmi les projets emblématiques cette maison qui était celle d'Aimé Césaire ? D'abord, je voudrais, si vous permettez, saluer l'initiative, qui est très importante. Vous savez, il y a une sagesse africaine qui dit que si vous voulez savoir où vous allez, il faut savoir d'où vous venez. Et le patrimoine, c'est la mémoire, ce sont des traces, c'est de la semence. Et la maison d'Aimé Césaire, c'est tout cela rassemblé. C'est à la fois honorer l'architecture traditionnelle, créole. Je ne parle pas d'architecture coloniale. Je parle d'architecture créole. La deuxième chose, c'est que cette architecture créole est née dans un contexte sociétal extrêmement complexe, mais a su, au-delà des souffrances, révéler les beautés. Et quand vous regardez ces maisons, vous découvrez à la fois le parcours, à la fois d'enracinement, mais aussi d'élévation. Et en même temps, ce patrimoine, la maison, a vu vivre pendant des dizaines d'années un des grands pères de l'humanisme et qui a, de mon point de vue, permis de restituer au monde noir sa dignité. C'est le père de la négritude, avec Léon Gontran Damas de la Guyane, avec Léopold Sédar Senghor. Et ces hommes ont construit ensemble une fraternité, à mon avis, fondamentale pour l'avenir, pour nous permettre de vivre ensemble en paix. Et c'est dans ce sens que pour nous, il s'agissait à la fois de maintenir le bâtiment, puisque la ville de Fort-de-France a acheté la maison, parce qu'on aurait pu laisser filer, tenir debout. Il y a quelques termites peut-être, mais pas. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup de choses à l'intérieur. Et deuxièmement, restaurer cette maison de telle sorte qu'on puisse faire prospérer les grandes valeurs humanistes de Césaire au même titre, en correspondance avec les grandes fondations comme la Fondation Mandela en Afrique du Sud, la Fondation Gandhi
en Inde et la Fondation Martin Luther King, puisque nous sommes sur un combat de l'universel où, quelle que soit l'origine et la race, on ne peut que construire une fraternité nouvelle. C'est ça qu'on veut promouvoir à travers ce grand monsieur qu'a été Aimé Césaire. C'est d'ailleurs, merci monsieur le député, parce que, merci beaucoup, c'est le projet de la Fondation Aimé Césaire. Merci beaucoup. Effectivement, c'est le projet de la Fondation Aimé Césaire, non seulement de restaurer la maison, mais de l'animer en mettant en valeur l'œuvre littéraire et politique d'Aimé Césaire. Alors voilà, on a fait le tour de quelques-uns des projets, mais vous savez, le choix était cornélien, était très difficile. On a surtout voulu répondre aux urgences. Encore une fois, je le redis parce que c'est important, l'autopatrimoine, c'est surtout un symbole. Évidemment, ça peut rapporter... c'est une goutte d'eau par rapport aux 326 millions sanctuarisés du budget du ministère de la Culture pour le patrimoine. Mais en tout cas, c'est une façon pour que tous les Français se l'approprient et décident que c'est une grande cause nationale et que c'est notre affaire à tous. Ce n'est pas l'affaire de l'État, ce n'est pas l'affaire des privés, c'est notre affaire. Nous en sommes les dépositaires. Donc nous devons sauver notre patrimoine. Et je crois qu'il y a un élan qui est en train de renaître. Beaucoup de chefs d'entreprise me disent, écoutez, pendant des années, on s'est occupé surtout d'art contemporain, mais maintenant on va revenir au patrimoine, parce que c'est les origines, c'est l'histoire, les racines, et c'est important. Ce que je vous propose maintenant, avant que peut-être le chef d'État n'ait envie de vous rencontrer pour vous écouter, de laisser, je ne sais pas, protocolairement, si Monsieur le Président, je dois vous dire, voilà, je cède la parole au chef de l'État, au Président de la République. Madame la ministre, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, je ne serai pas long, tout a été dit. Et au fond, ce qui est le plus intéressant, le plus enthousiasmant, ce sont toutes ces histoires particulières dont nous venons d'avoir un échantillon et qui sont autant d'enthousiasme qui jalonnent le territoire. Et je dois dire que le fait, je reconnais beaucoup de visages d'élus, d'associations, de directeurs d'établissements, d'entrepreneurs de tous nos territoires est pour moi le signal de cette mobilisation dont vous venez de parler. Certains sont venus de loin, d'au-delà des mers, et je les en remercie. Certains sont d'à côté, mais c'est toute la nation qui est ici rassemblée. Alors j'avais juste quelques toutes petites convictions à rappeler ici pour conclure ce propos et avant que nous passions un moment ensemble. La première, vous l'avez dit, c'est que quand on parle de notre patrimoine, on parle de l'identité de notre pays. Nous avons eu beaucoup de débats ces dernières années sur l'identité. Souvent, ces débats ont pu diviser. Quand on veut faire de cette identité une seule interprétation de notre histoire, quand on voudrait la ramener à tel ou tel symbole, à telle ou telle lecture. Parce que quand il s'agit de symboles ou de grands récits, notre pays s'est construit dans un dialogue, souvent des conflits, entre les mémoires, entre nos histoires. Et il n'est pas possible de l'enfermer dans tel ou tel. C'est pour ça que je pense que notre identité se construit aussi en marchant, qu'elle s'est toujours pensée dans un projet permanent et constamment réinventé. Mais l'identité française, elle réside dans ce palimpseste qu'il y a partout à travers nos régions, qu'est notre patrimoine. Et cette forme d'identité-là réconcilie. Parce qu'on peut y revisiter sa propre histoire et ses propres mémoires de manière très différente, parce qu'elle est ce réel, et parce que ce patrimoine, que ce soit d'ailleurs un patrimoine naturel, un patrimoine historique, un patrimoine industriel, un patrimoine religieux ou laïque, et d'ailleurs toutes ces formes patrimoniales sont présentes dans les projets qui ont été sélectionnés, c'est un peu de l'histoire de notre pays et de ce qu'il a forgé jusqu'à nous qui est à chaque fois synthétisé. Et c'est, au fond, secrètement, ce qui fait que vous êtes tous là. C'est que c'est une part de l'identité française à chaque fois et du rêve français. Nous étions ce matin à Ferney-Voltaire. Mais il y a toute l'épaisseur de la vie et de la trajectoire de Voltaire qui y est là représentée. Même ce que ne disent pas ces textes sont dans ces murs. C'est bouleversant quand on est dans ce lieu. Et on y retrouve à la fois les traces de l'écriture
de traités fameux, de lettres. On y retrouve aussi le Voltaire transformé dans la mémoire du XIXe siècle, dans un lieu qui a été totalement bouleversé. On y voit le Voltaire se battant pour des causes, mais le Voltaire habitant un lieu et transformant le pays de Gex, y investissant, créant l'horlogerie dans sa propre région et décidant d'entreprendre pour un territoire. Et donc, à chaque fois, il y a une autre façon de voir ce lieu. Et d'ailleurs, les gens qui nous accompagnaient avaient chacun leur histoire sur Voltaire. Et on revisite une part de ce qu'est notre propre identité. Et vous l'avez évoqué à travers les lieux, et Aimé Césaire était un parfait exemple. Quand on parle de patrimoine, on ne parle pas que de pierre. On parle aussi d'imaginaire. Et on parle d'un répertoire littéraire, théâtral ou autre, on parle de musique. Dans vos magnifiques projets, il y a une villa d'écrivains, Tourguenieff, mais qui faisait face à une villa de musiciens et qui a été habitée par, justement, la musique et des cantatrices. De Viardot à Tourguenieff en passant par Bizet, il y a tout un voyage entre la littérature, la musique et l'inspiration du XIXe siècle et d'un romantisme français et européen. Et donc, derrière ces projets, derrière cette histoire, il y a la véritable identité française à mes yeux. Pourquoi ? Parce que le patrimoine a une chose en commun, c'est qu'on l'habite. Et il y a dans cette expérience sensible de notre identité ce qui justement réconcilie. Il y a cette espèce d'immédiateté de notre mémoire. Il y a le fait que dans tous les lieux que vous avez décrits, et si vous êtes tous là pour les porter, c'est que vous avez eu cette expérience sensible. Se dire, ces pierres me touchent, ce lieu me touche parce que j'y ai vécu, j'y ai grandi. Il est dans le paysage, il a une histoire qu'on m'a racontée et qui m'a bouleversé. Il est le lieu habité par un homme ou une femme que j'admire plus que tout. Cette expérience sensible de notre identité, par des personnes qui les ont habitées, par des projets, des rêves qui les ont faits, c'est ça, l'identité française. Et à chaque fois dans ces lieux, ce sont des utopies concrètes qui ont pris forme, à chaque fois. Chacun de ces lieux a une histoire magique dans laquelle on peut se perdre, parce qu'il y a à chaque fois des héros de la nation ou des héros véritables qui sont parfois moins connus, mais avec autant de mérite. Derrière chacun de ces lieux, il y a des engagements d'années, parfois de décennies, pour avoir bâti ces pierres. Et c'est ça qui nous touche. C'est ça qui nous touche. Et dans toutes les régions d'où vous venez, ces lieux qui sont portés à travers ces projets, c'est une part de l'identité du pays. Beaucoup d'entre vous ont passé des décennies en tant qu'élus ou qu'entrepreneurs à les faire revivre. Ils ont changé leur ville. Ils les ont transformés. Le FIJAC d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le FIJAC d'il y a 50 ans, puisque je vois en face de moi Martin Malvy. Parce qu'il y a eu tout ce travail pour faire revivre un patrimoine unique. Et derrière chacun des élus, des entrepreneurs, des familles, des associations, c'est cela. Ce patrimoine, c'est ce qui nous rend fiers. Et c'est ce qui, en portant une identité française, porte aussi une identité européenne. Nous sommes, cette année, l'année européenne du patrimoine, avec énormément de projets qui fleurissent à travers notre continent. Et je veux saluer toutes les associations qui le portent. Vous évoquiez en effet plusieurs d'entre elles et qui sont présentes aujourd'hui avec nous. Et c'est là aussi une forme de fierté et une force de l'identité européenne. Il y a quelques mois, nous étions à l'Apnix et je parlais de cela. Le peuple grec qui a tant souffert ces dernières années a cette fierté en lui lorsqu'il regarde son patrimoine. Et s'il y a une chose qui nous rappelle ce que nous sommes et qui nous rappelle au devoir des projets que nous avons apportés pour l'Europe, c'est bien ce patrimoine commun qui fait que lorsqu'on est à l'Apnix ou dans quelques pays européens que ce soit, nous avons une émotion qui nous est familière parce que c'est une part de notre patrimoine qui y est représentée. C'est une part de notre passé commun, de ces vies, de ces projets que j'évoquais qui ont été ainsi portés. Nos amis italiens partageront l'année prochaine avec nous
l'émotion de l'anniversaire de Chambord. Et je peux vous dire que lorsque je leur ai annoncé que pour ce grand anniversaire, et pour rendre hommage là aussi à toutes les histoires de Chambord et à celles de Léonard, nous allions faire le prochain sommet franco-italien là-bas. Nous étions à Rome, mais je leur parlais d'une histoire qui était familière et d'un lieu qu'ils considéraient comme étant le leur. Et nous avons la même approche. L'identité européenne s'est forgée à travers cette histoire sensible, commune, qu'est notre patrimoine, que sont ces lieux de patrimoine sous toutes leurs formes et qui portent cette identité qui réconcilie. Et c'est pour ça que je crois très profondément à l'importance du patrimoine dans ces moments de grande bascule, de grands changements, où le pays peut parfois douter, où nos concitoyens se disent « dans quel monde s'aventure-t-on ?» Savoir se retourner, se réancrer, se réarrimer à une histoire, des pierres, des lieux, un pont, une église, une salle communale, le château d'une famille, le lieu habité par un grand homme ou une grande femme, c'est se rappeler d'où on vient et ce qui a irrigué notre territoire. Et donc pour cela, le patrimoine fait partie du cœur politique de la nation. Une nation ne peut pas se construire dans ces temps de grands changements sans s'arrimer à un récit collectif et sans faire revivre les traces qui l'ont faite, le socle même de son histoire par laquelle elle peut avancer et prétendre aller plus loin, et surtout le territoire. Et donc oui, le patrimoine, c'est une cause nationale. Elle engage l'État, et je veux ici saluer, Madame la Ministre, la stratégie pluriannuelle que vous avez rappelée et l'engagement de votre ministère, de ces crédits, de cette aide aux communes, l'engagement de votre ministère, des directions impliquées, mais aussi du CMN, qui fait un travail remarquable avec plusieurs projets portés dans le cadre justement de cette initiative, et de l'ensemble des établissements publics qui, partout sur le territoire, portent souvent ces projets. Je veux saluer nos collectivités territoriales et nos élus, qui, avec beaucoup de courage, portent ces projets, portent justement ce patrimoine, avec parfois des difficultés financières qui sont là, mais toujours la volonté d'aller de l'avant compte tenu de l'importance que ces projets représentent pour elles et leurs concitoyens. Et à ce titre, nombre des projets portés sont en effet des projets de communes, de régions, de départements, et il est essentiel de pouvoir les aider et continuer à faire avancer ce que, depuis plusieurs années, elles portent avec beaucoup de courage. Je veux saluer les associations qui se sont constituées comme la vôtre et qui ont décidé à un moment de s'emparer d'un lieu pour en faire une réalité revisitée. Je veux saluer les entrepreneurs indépendants, les familles qui parfois portent à bout de bras un patrimoine qu'elles ont décidé de réacquérir ou dont elles ont hérité et dont on mesure rarement la charge que cela représente et les investissements que cela nécessite. C'est toute la nation qui est derrière cette aventure et cette initiative, en effet, du loto, c'était faire prendre conscience à chacun qu'il avait une part de responsabilité, mais qu'il pouvait aussi contribuer pour une part à ce projet. Le patrimoine est à tout le monde. Et derrière cela, il y a aussi une volonté de le réouvrir, de le revisiter, de le réhabiter et de permettre à tous nos concitoyens, où qu'ils soient nés, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur quartier, les difficultés qui peuvent être les leurs, de se réapproprier les lieux d'une histoire commune. La deuxième conviction que je voulais partager avec vous, c'est que je crois que sur le patrimoine, on peut aussi dire en même temps. On a très longtemps opposé dans notre pays, quand on s'intéresse à l'histoire des politiques culturelles, une politique qui, paraît-il, était plutôt de droite, qui était la politique du patrimoine, parce qu'on s'intéressait justement à ce qui était là, ce qui existait, un héritage, et une politique qui, paraît-il, était plutôt de gauche, qui était une politique de la création, de l'invention, du contemporain, des artistes, du spectacle vivant, et de la création sous toutes ses formes. Je ne crois pas un mot à ce distinguo. Je pense que quand on oublie son patrimoine, on peut faire de la création, mais on peut aussi faire de la création hors sol, parfois se tromper. Et je crois que si on décide de s'enfermer dans un patrimoine qui ne se penserait que dans ce propre passé, dans l'enfermement des murs, on se trompe profondément. La politique patrimoniale est une politique de projet et d'invention.
c'est une politique de création contemporaine. Et c'est ça ce que nous voulons proposer. C'est la réconciliation du patrimoine et de la création contemporaine. C'est ce à quoi je crois très profondément. Et donc, derrière tous ces projets, ce sont des aventures humaines, ce sont des créations, des recréations, des réinventions. Et qu'il s'agisse d'ailleurs des murs, comme de ce qu'on peut faire à travers une œuvre littéraire, à travers le théâtre lorsqu'on revisite le répertoire. Nous étions tout à l'heure avec formidable artiste de la Comédie Française, c'est ce qu'elle fait tous les jours, on réinvente. Et donc ce que je veux saluer aussi à travers les projets que vous portez et ce que vous allez continuer à faire, chacune et chacun sur le terrain dans les prochains mois et les prochaines années, c'est cette réconciliation dont notre pays a besoin. Parce que derrière les projets qui sont ici présentés, mais derrière les milliers de projets qui vous sont remontés, ce sont à chaque fois des aventures de création, d'éducation, d'entrepreneuriat. Et ce sont des aventures de fierté collective. C'est un projet réinventé. Vous savez, lorsque j'étais, il y a quelques mois, je n'étais pas alors élu, à Villers-Cotterêts, je n'ai pas oublié, dans ce lieu qui traverse une période si difficile à tous égards, la fierté que nos concitoyens avaient, dans cette ville où un édit royal a fait du français la langue de l'administration, et donc à ce moment-là quasiment la langue du pays, où Alexandre Dumas est né, dans cette terre qui aujourd'hui, sur le plan économique, social, souffre profondément. Il y a une fierté pour ce château. Et derrière, il y a un projet à réinventer, ce que nous allons faire ensemble, mais qui est une illustration de ce qu'à travers le territoire, nous sommes partout en train de faire. Et cette fierté, cette capacité à réinventer un lieu historique pour en faire un projet contemporain, qui sera un projet pour la francophonie, ceux qui cherchent, ceux qui écrivent, ceux qui font la francophonie contemporaine, c'est aussi redonner la fierté à nos concitoyens. Et donc, tout le travail qui est fait, je veux ici remercier la Fondation du patrimoine et la Française des Jeux pour être en quelque sorte les catalystes de cette aventure et porter au quotidien, pour ce qui est de la Fondation, ces projets, cette force, cette mobilisation de tout le secteur privé associatif et pour la Française des Jeux de s'être embarqué dans cette troisième aventure, ce que vous allez permettre, c'est de faire vivre ces projets contemporains de réinvention. Et donc oui, à travers ces projets, nous allons faire travailler des collectivités, des associations. Nous allons permettre, comme vous l'avez parfaitement montré, aussi un travail d'insertion par l'économie. Et dans chacun de ces projets, d'ailleurs, il y a souvent ce souci de l'autre, ce souci social. Nous allons permettre à des métiers d'art de s'exprimer. Et ce que je veux aussi, c'est que nous nous redonnions une impulsion très forte, nous réaccélérions sur beaucoup de projets, parce que derrière ces métiers d'art, il y a un savoir-faire français. Et je veux ici les saluer. Il y a un savoir-faire qui, lui aussi, s'est sédimenté à travers le temps, qui est un usage écrit nulle part, un savoir-faire de la main, une passion formidable, où nous avons des meilleurs ouvriers de France, où nous avons bien souvent, là aussi, des apprentis que je veux voir en plus grand nombre rejoindre ces métiers. Et c'est une des politiques portées par le gouvernement. Et je veux ici aussi solennellement appeler tous nos jeunes à rejoindre ces métiers d'art qui ont un avenir. Je vois ici plusieurs d'entre eux qui ont eu ensuite des fonctions éminentes sur le plan national. Il suffit de les lancer pour leur faire parler de menuiserie d'art, pour savoir où sont leurs passions véritables. Et de l'Hermione, en passant par quelques autres projets de notre Grand Ouest. Cher Président, je sais combien vous portez fort aussi cela. Et donc, c'est de l'activité économique, mais de l'activité économique porteuse de sens, d'une responsabilité un peu spéciale. Quand on dépose des feuilles d'or, quand on a appris à refaire un parquet, quand on a appris un travail de menuiserie spéciale ou un travail de paysager ou de jardinier, c'est une passion derrière. Et donc, celle-là, nous la portons, on lui redonne aussi une vocation contemporaine. Et derrière, c'est un avenir pour nos jeunes que nous allons continuer à encourager. Derrière ces projets qui vont continuer à avancer, ce sont aussi des travaux académiques, de recherche. C'est aussi un travail très contemporain de numérique, parce que derrière chacun de ces projets, c'est du patrimoine qu'on rouvre, qu'on revisite, avec aussi une autre façon d'habiter les lieux.
avec des start-up qui vont prendre place et permettre de reconstituer le lieu tel qu'il était il y a plusieurs siècles. Et je sais toutes ces start-up culturelles qui se développent aussi et qui montrent comment on peut se réapproprier le patrimoine collectif, se réapproprier l'usage de ce patrimoine de manière contemporaine pour réinventer ces lieux différemment. Je veux juste vous montrer qu'à travers ces quelques exemples, c'est de la création qui est aussi faite derrière chacun de ces projets. C'est de la création artisanale, sociale, entrepreneuriale et artistique. Et je veux ici vous rassurer, puisque vous l'avez évoqué et que j'ai compris qu'il y avait sans doute quelques architectes dans la salle. Évidemment, le gouvernement maintiendra le rôle, la place des architectes, mais nous devons collectivement tous être intelligents. Parce que parfois, nous avons construit nos propres blocages. Et donc, il faut garder la place de l'architecte pour défendre le beau, parce qu'on ne fera jamais rien, ni pour réinventer l'ancien, ni pour construire le neuf, si on oublie le beau. Jamais rien. Mais faire le beau ne veut pas forcément toujours dire faire le compliqué. Et nous devons collectivement savoir revisiter des habitudes prises, lorsque ce ne sont pas des bonnes habitudes. Et nous ne saurions voir dans le patrimoine du conservatisme. Ça n'est pas vrai. Et donc nous devons collectivement savoir réinventer le beau et faire le beau en étant aussi pleinement contemporains. Et au fond, vous le voyez mes amis, je ne serai pas plus long. Il n'y a rien d'accessoire dans ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette maison. Dans la réconciliation du patrimoine et de la création, dans cette volonté de faire de notre patrimoine le cœur sensible de l'identité du pays, c'est à chaque fois vouloir redonner place à la cohésion de la nation, à ce qui nous unit, à ce qui nous rassemble, et vouloir construire partout sur le territoire la force de ces projets qui redonnent à chacune et chacun de la fierté. Notre pays a besoin de savoir d'où il vient. Notre pays a besoin de savoir ce qui le rassemble, et à chaque fois de s'en souvenir. Et notre pays a besoin de porter des projets avec fierté. Et que ces territoires soient ruraux, urbains. Il n'y a pas de division sur ces sujets. Et il n'y en a pas au fond. Il y a un pays qui a envie de vivre, de vibrer, de porter des projets, d'être fier. Et il y a un État qui doit être là pour aider à porter ces projets, les faciliter, les accélérer et les inscrire dans ce grand récit contemporain. Vous savez que je crois très profondément au monde qui s'ouvre et à la place, au rôle que la France a à y jouer. Je crois que nous n'avons pas à avoir peur de l'avenir parce que nous avons à le dessiner. Parce que la France a un rôle essentiel à jouer dans l'avenir tel qu'il s'ouvre. Parce que nous avons une part dans ce futur collectif, sur le plan économique, technologique, philosophique et éthique ou géopolitique. Mais je le crois d'autant plus que nous devons savoir quel est notre passé, comment nous réinscrire dans celui-ci et comment chaque jour le réinventer partout sur le territoire. C'est cela le projet collectif qui est le nôtre, ce projet de réinvention de chaque jour, parce que c'est cela, le grand récit de notre pays. Ce pays est fort parce qu'il a des fondations profondes, et ces fondations sont de tous les territoires. Ce pays est fort parce qu'il a eu des divisions, parfois des balafres, des morsures, mais il a toujours su aller au-delà. Ce pays est fort, notre peuple est fort, parce qu'il a toujours su se réinventer, porter des projets de chaque jour, en sachant qui il était. C'est cela, ce que vous faites sur le territoire. C'est cela ce que nous voulons faire, et c'est cela ce qui illustre les projets présentés aujourd'hui, la mission que vous avez portée. Et pour toutes ces raisons, cher Stéphane Bern, je veux vous remercier pour l'énergie que vous avez mise depuis que cette mission vous a été confiée, la force de conviction, l'effet d'entraînement. Mais j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, c'est que vous allez continuer parce qu'il va falloir accompagner ces projets, parce que ce loto est une première, mais pas une dernière, et que nous allons le répliquer chaque année.
et que inlassablement nous allons mener ensemble ce travail avec la ministre pour que d'ici à la fin du quinquennat, il y ait un maximum de projets partout sur le territoire qui, fort de cette promesse et de cette volonté collective, aient changé un peu du visage de notre pays, de nos régions, de nos villes. Je vous remercie. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci, mesdames, messieurs les parlementaires. Je coupe, hein.